L'auto-édition, c'est tout simplement s'affranchir du besoin d'avoir un éditeur et de gérer entièrement l'édition du début de la prise des photos pour les photographes jusqu'au moment où le livre est diffusé dans le circuit d'un bout à l'autre. Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog auxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 43e épisode du podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Pour ce 43e épisode, je reçois Joëlle Verbruge, avocate, photographe et spécialisée dans le droit à l'image. Pour tout vous dire, ça faisait un moment avec Joëlle qu'on se croisait sur le net sans vraiment jamais prendre le temps de discuter. Et on a profité d'être en même temps au Salon de la Photo à Paris pour faire l'interview. Alors voilà pourquoi vous entendrez un petit brouhaha de fond, mais vraiment pas gênant du tout. Alors Joëlle est avocate, et il y a quelques années, en voyant beaucoup de grosses bêtises juridiques écrites sur le net, elle décide de partager toutes ses connaissances en droit avec son blog, qui s'appelle droit-et-photographie.com. Depuis, elle a écrit pas mal de livres, et donc j'ai voulu longuement parler avec elle de son dernier livre qui s'appelle « J'édite mon livre tout seul » dans la collection Checklist aux éditions 29 bis éditions. Avoir un téléobjectif pour photographier la faune sauvage est super important. Le problème, c'est que ça peut coûter très cher. Alors, est-ce que vous avez pensé à la location ? Rendez-vous vite sur objectif-location.fr pour louer votre longue focale Canon, Pentax, Nikon ou Sony. Bonjour Joëlle. Bonjour Régis. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation pour cette interview. Comment vas-tu ? Mais très bien, là, après 4 jours de salon déjà, c'est ce que j'allais dire. On est dans des conditions assez inhabituelles. On est au salon de la photo. On a profité de notre présence commune à tous les deux ici. Donc il y aura un petit peu de bruit ambiant, mais ça va bien se passer. Voilà, non, mais je suis pas inquiète. Moi non plus. Alors, première question très simple et très classique. Joëlle, dis-nous un petit peu qui tu es, s'il te plaît, en quelques mots. Oui, alors je suis auteur-photographe. Je vis au Pays Basque. Je suis d'origine belge, comme mon nom l'indique. Enfin, je suis même carrément belge. Et puis parallèlement à ça, j'ai une autre profession, historiquement d'ailleurs la plus ancienne, qui est avocate. Et donc j'ai créé en 2009 un blog qui s'appelle Droit et photographie. Et comme apparemment ça répondait à un besoin, puisqu'il n'y avait rien d'autre sur ce sujet de manière aussi régulière, le blog a vite démarré, et très vite démarré d'ailleurs. Donc j'ai commencé des articles de compétences photo, puis un livre, puis 2 livres. Puis là j'ai un nouvel éditeur avec qui j'ai publié plein de choses. Donc voilà, je fais de la formation aussi. J'essaye de mélanger tout et la photo est aussi rentrée dans mon cabinet parce que je ne m'occupe plus que de dossiers dans ce genre-là. Super, c'est très complet, merci Joëlle. Avant d'aborder le thème principal de l'interview et les questions sur l'auto-édition, alors on va parler photo quand même, parce que nos auditeurs ce sont des photographes. Comment tu as commencé la photo ? Quel était le déclenchement de ta passion pour cette activité ? Alors je crois que c'est un abonnement au magazine Géo qu'on m'avait offert quand j'avais 10 ans. À ce moment-là, j'avais un petit Instamatic Kodak, mais bon, je faisais quelques photos comme ça. Puis ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc j'ai demandé à mes parents un appareil. Ils m'ont dit ben t'en as déjà un. J'ai dit mais ça ne suffit pas. J'ai dit t'as qu'à travailler. Donc j'ai travaillé pendant un été dans la pharmacie de ma tante. J'ai fait des tisanes, des suppositoires. J'ai rangé des médicaments, machin. Et j'ai fait acheter par des amis de mes parents qui allaient aux USA un Pentax Camille, qui a été mon boîtier jusqu'en 2004 quand même. Donc je l'ai bien gardé, il était tout cabossé. J'ai acheté des objectifs, j'ai travaillé pour me payer des développements, des matériels, machin. Et voilà, c'est venu petit à petit, mais j'ai jamais envisagé ça comme une démarche professionnelle quand j'étais en âge de choisir des études. J'aurais peut-être dû, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait le barreau parce que j'étais dans une famille où on est avocat, médecin, notaire et on se pose pas trop de questions. Donc j'ai un peu suivi la voie sans me rebeller. Donc c'est très bien, je regrette pas. Et puis à partir de 2008 et puis surtout 2009, j'ai vraiment eu envie que ça devienne une activité. Déjà le numérique m'avait fait progresser, parce que quand je regarde mes anciennes photos, ça fait juste peur. Et j'ai voulu que ça devienne une activité officielle et vraiment essayer d'être en accord avec cette démarche que je voulais. Et puis aussi peut-être contrebalancer un peu la rigueur du droit dans lequel je suis toute la journée. Et donc en me renseignant sur les statuts des photographes, je me suis aperçu que c'était super dur. C'est d'ailleurs ça qui a entraîné la création du blog, parce que je me suis demandé comment faisaient les gens qui n'avaient pas 20 ans de barreau derrière eux. Et voilà, c'est parti de là. Donc une vraie démarche de partage pour la création de ton blog en fait, c'est ça, c'est de partager des connaissances pour rendre service à ceux qui n'ont pas accès à ces connaissances-là. Oui, au départ c'est venu parce que avant de penser au blog, d'abord je répondais sans arrêt sur des forums et des mailing lists sur les questions que je voyais poser, où je voyais des réponses parfois qui étaient hallucinantes, qui étaient super dangereuses en droit, et donc j'arrêtais pas de répondre les mêmes choses partout, donc je perdais un temps fou parce que je recopiais sans arrêt les mêmes textes. Donc je me suis dit c'est idiot, pourquoi pas centraliser tout au même endroit, mais j'ai jamais pensé à ce moment-là en faire
faire rentrer aussi la photo dans mon cabinet. Moi, j'avais à côté de ça une clientèle très classique de divorce, de droit des affaires et tout. Et en fait, comme le blog a bien marché, donc là, s'il suffisait simplement que je renvoie pour dire, écoutez, vous avez la réponse à tel endroit. Comme le blog a bien marché, mais de fil en aiguille, c'est devenu prépondérant dans mon activité, et puis maintenant c'est exclusif. Mais au début c'était vraiment ça. Et puis d'ailleurs encore beaucoup de partages et beaucoup d'infos que je relaye le plus souvent possible, à part que voilà, il faut que je gagne ma vie aussi, mais donc j'essaie d'équilibrer maintenant la partie partage et la partie contenu plus fouillé avec des parutions qui elles sont onéreuses, que ce soit onéreuses, qui sont plus payantes, mais qui sont des livres ou des articles, voilà. Alors la photographie animalière, c'est mon dada, c'est mon truc, voilà, tout le monde le sait évidemment. Toi Joël, quel est ton domaine de prédilection en photo? Alors je dirais que je suis assez éclectique en termes de goût. Je suis au Pays Basque, donc je suis dans une région super. Donc là, je m'éclate au niveau naturel parce que l'environnement est vraiment super. Il y a tout, c'est très varié. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai sorti 2 bouquins d'ailleurs. Un bouquin qui s'appelle Pays Basque, Terre de couleurs. Un bouquin de photos, de belles photos. Oui, un bouquin photo, oui, qui est paru chez Kern, qui est un petit éditeur à Pau. Ça, il est sorti en 2011 et j'en ai. On peut le trouver encore? Oui, bien sûr, il est sur Amazon. En tapant bêtement mon nom sur Amazon, tout y est. Et après, en 2014, un bouquin en duo avec André Lameurant, qui est un autre photographe qui vit dans le Nord mais qui adore le Pays Basque, et qui s'appelle Biarritz, qui était une commande de la ville de Biarritz et de l'éditeur. Donc là, c'était un sujet moins nature et plus encadré parce qu'on avait des lieux vraiment à mettre en valeur qui étaient déterminés, mais on s'est quand même bien lâché, c'était vraiment sympa. Ouais. Et après sinon il y a la photo de concert beaucoup. Donc demain je vais photographier Imani à l'Olympia, je vais me régaler. Et puis pour l'instant il y a un très gros projet de photo sportive qui enfin voit le jour. C'est un truc qu'on met en place depuis 2 ans où avec un ami qui a créé une agence qui s'appelle Image Gagnante. On fait des photos, des séances photos pour les sportifs pros, uniquement les pros ou ceux qui se professionnalisent, qui ont besoin de photos pour trouver des sponsors et des partenaires. C'est pour les sportifs qui veulent donner une belle image d'eux, et c'est une espèce de communication en fait. C'est pour que les sportifs soient meilleurs en communication. C'est ça. C'est qu'en fait la personne avec qui j'ai créé ça, il a été sportif de très haut niveau, il est aussi entraîneur de sportifs de haut niveau. Il a été mannequin avant ça, ce qui fait qu'il a une bonne notion de l'importance de l'image, voilà. Et moi j'avais cette idée-là, et en fait un jour il m'a servi de cobaye pour une série sur le tennis justement dans ce cadre-là. Et comme il a vu le résultat et les idées que j'avais, lui il avait par contre un carnet d'adresses assez étonnant. Enfin, il a toujours un carnet d'adresses étonnant. Et donc, on a mis en commun ces 2 énergies-là, ces 2 idées et lui, ses contacts pour créer quelque chose qui est vraiment orienté sur les pros, avec vraiment cette recherche de photos qui sortent de l'ordinaire parce que les photos sont faites dans un cadre qui n'est pas un cadre de vraie compétition. C'est-à-dire, on demande rien d'autre au sportif que ce qu'il fait sur le terrain, dans son sport, mais on est là juste pour lui et lui, il est là juste pour nous. Donc, on peut vraiment créer des choses sympas qui vont mettre en valeur ce qu'il fait tous les jours, mais d'une manière, c'est clair, quand on est photographe accrédité autour d'un match de foot, on peut pas faire ce que nous on va faire. Là, on a fait un shooting avec un gars qui est 10 fois champion du monde de pelote basque, qui était juste avec moi sur le terrain et avec le créateur de l'agence. On a fait des photos comme on n'aura pas ailleurs, quoi. Et moi, je me suis régalée, lui aussi, il s'est bien amusé. Et c'est très chouette comme échange parce que au début il y arrive un peu sceptique et puis après il se prend au jeu et de lui-même il donne plein d'idées et après ça monte comme ça, c'est très chouette. Alors c'est bien que tu dises cette réponse-là parce que du coup alors ma question suivante est un peu sur ce thème-là. Si je résume grossièrement, le rôle d'un avocat c'est de défendre les intérêts de quelqu'un. Oui. En gros, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses que la photographie peut aussi parfois jouer ce rôle de défense, c'est-à-dire défendre les intérêts d'un groupe de personnes, d'une espèce animale par exemple? Est-ce que la photo peut aussi jouer ce rôle-là? Je crois qu'elle doit jouer ce rôle-là et que pour moi elle sert à rien si elle n'est que esthétique. Tant mieux si elle est esthétique en plus, mais si la photo, on dit toujours, une photo vaut mieux que 1000 discours. Demande à tous les photographes animaliers que t'as interviewés et qui défendent la nature. On parlait tout à l'heure de Sabine Berner, qui elle passe son temps à travailler avec des organismes de par le monde partout, qui sont des associations qui n'ont pas un sou, qui mettent tout en œuvre pour défendre certaines espèces. La photo, elle les aide considérablement. Et d'une part, c'est une aide, et d'un autre côté, elle me dit parfois aussi, quand elle revient d'un shooting, qu'elle peut pas donner les données GPS où les photos ont été prises, parce que les animaux sont à ce point protégés qu'il faut absolument pas savoir où ils sont. Donc voilà, la photo, c'est une arme considérable pour ou contre une cause. Donc je crois que ce soit en sport, justement pour l'image des sportifs, que ce soit en photo animalière, pour moi c'est un des vecteurs de communication les plus efficaces, qui sont universels.
Je peux faire 36 discours en français sur une cause. Celui qui m'écoute et qui me lit et qui parle pas le français, il comprendra rien. Avec une photo, fait 1000 fois mieux. Et pour rebondir là-dessus, la dernière photo qui a remporté le concours du Wildlife Photographer of the Year, c'est une photo d'orang-outan. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, enfin, peut-être, mais c'est un orang-outan qui est prise en fait, si tu veux, l'orang-outan monte monte sur un arbre. C'est une photo qui est prise au-dessus, donc c'est une grosse plongée. Et si tu veux, on comprend vraiment le message, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'animal fuit la folie des hommes et fuit la déforestation. Donc ça rejoint ce que tu dis, une image, véhicule plein de messages et plein d'informations. Si elle ne véhicule pas le message, elle a un peu raté son coup. Il y a des images qui sont magnifiques. Il y a plein d'images magnifiques. Il y a des images qui véhiculent l'émotion. Si des gens véhiculent l'émotion, c'est génial. Si en plus on véhicule un message, ben voilà, on a gagné. Parce que ça peut être pour le sportif dont on parlait, ça peut être l'efficacité, la puissance, la réactivité et le message qu'il a à faire passer à son sponsor, c'est regardez, j'ai un physique qui plaît, un physique qui touche. En investissant sur moi sportivement, vous allez avoir un retour, vous allez mettre votre image en valeur et moi vous allez me permettre peut-être de gagner des titres olympiques, pourquoi pas, ou autres, et quel que soit le message, je crois qu'on peut passer plein de choses et à la rigueur c'est peut-être aussi au travail du photographe, ça c'est ce que je dois encore apprendre à faire, à mieux trier les images pour ne garder que celles qui sont vraiment les plus chargées de messages, voilà. Mais bon, ça c'est aussi, je crois qu'on l'apprend au fil du temps. Est-ce que ton métier d'avocate te sert dans la construction de tes images? Alors autrement dit, est-ce que ton métier influence ta pratique photo? Alors, la question que je te pose en fait, c'est que chaque fois je pose cette question à ceux que j'interviewe et je pense par exemple à quelqu'un qui était informaticien, il me disait oui, le fait d'être très carré, très construit, ça m'aide dans la construction de mes images. Est-ce que toi tu sens que tu as une espèce d'aller-retour comme ça entre ton métier et ta pratique de la photographie? En fait, je crois que c'est même l'inverse. Je crois qu'il faut que je sois aussi côté photo calé sur ma sensibilité à moi et mon émotion à moi, alors que dans le droit je peux pas du tout être comme ça. C'est pour ça que je te disais que c'est en 2009, j'ai eu l'impression que c'était presque vital à un moment d'arriver à compenser la rigueur du droit dans laquelle j'étais tout le temps, avec ce côté où je peux au contraire faire parler vraiment mes émotions. Alors j'y arrive ou j'y arrive pas, mais où moi je fais la photo à l'instinct. Et d'ailleurs je me suis souvent aperçu que les fois où moi j'étais mal dans ma peau ou pas bien, ou tracassée, mes photos elles sont pourries. Enfin techniquement elles sont réussies, mais elles me parlent pas, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas le message. Voilà. Et cette émotion-là, au contraire, dans les dossiers, je suis obligée de l'évacuer. Je peux pas me laisser emporter par l'émotion d'un dossier, parce que sinon je fais mal. Toi, tu peux pas, ou c'est le travail d'avocat qui ne doit pas se laisser. On peut pas. On ne peut pas parce que sinon on n'est pas assez distant du dossier, on n'a pas le recul nécessaire pour avoir... C'est comme un médecin. Si le médecin il se laisse embrigader dans les émotions de son malade, quel travail il va faire? Il va le faire très mal. Et nous c'est un peu la même chose. On doit appliquer des règles de droit, on doit expliquer au client, même si lui il est dans une grosse détresse, alors je parle là plutôt de dossiers familiaux, etc. Mais j'en fais plus, mais c'est le même principe. Il est dans une énorme détresse, on doit rester serein face à lui. D'abord pour pas paniquer avec lui, ça sert à rien, pour pas aggraver sa panique, et puis surtout pour lui dire attention, le droit c'est des techniques, c'est des règles, on peut les appliquer comme ça, on peut essayer de trouver une solution, mais on peut pas faire d'émotion dans les dossiers. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie pour les gens, ça veut juste dire qu'on peut pas se laisser envahir par ça, sinon on fait mal son boulot. Et donc la photo te permet de lâcher prise, quoi. Exactement, se trouve un équilibre avec la photo. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que, alors forcément, si je m'écoute, je fais que de la photo, mais il y a aussi, comme tout le monde, un côté, voilà. Mais en même temps, c'est vraiment ça qui fait l'équilibre. Si j'ai pas ça, le côté juridique, j'arrive plus à le faire parce que ça bouffe trop, c'est trop technique, il n'y a pas cette part d'émotion. D'accord, super intéressant comme réponse, une réponse qui est très personnelle et que je trouve en même temps très vraie et vraiment très. Pour moi c'est logique. Après, oui, bien sûr, c'est comme ça que tu le ressens, quoi. Tu sais quoi? Demande-le à Sabine, pose la même question à Sabine. D'accord. Et on verra ce qu'elle te dit. Ouais. Effectivement. Alors, Sabine, que je vais bientôt interviewer, qui est aussi avocate, c'est vrai qu'on pourra un petit peu comparer vos réponses sur ce même genre de questions. Ça peut être intéressant, c'est vrai. Alors on fait pas le même genre de photos, mais j'imagine qu'elle aura peut-être justement. Alors elle a par contre plus ce côté défense des animaux. Encore plus engagé que moi par rapport à mes sportifs, c'est pas le même type de message, donc peut-être que ça variera un peu, ça va être intéressant. On pourra comparer ça, ouais. Alors Joëlle, tu as pas mal de casquettes, alors parce que en plus d'être inscrite au barreau de Bayonne, tu es aussi conférencière, tu as écrit un certain nombre de livres, et dont récemment une trilogie qui rencontre un grand succès et qui s'appelle Checklist. Ouais. En quoi consiste cette nouvelle collection?
Alors là, c'est parti au départ, si je peux me permettre un petit retour en arrière, c'est parti du bouquin, le premier bouquin que j'ai publié chez cet éditeur, la 29 bis édition, qui est Le photographe et son modèle, qui est un bouquin sur un sujet assez technique et complexe, qui est les relations juridiques, photographe, modèle, etc. Enfin, surtout statut des modèles, et qui a eu du mal à démarrer. Alors maintenant, ça va, il va très bien, mais il a eu du mal à démarrer parce que déjà le sujet est technique, et je crois que les photographes qui étaient dans ce créneau-là n'avaient pas du tout envie de lire ces 300 pages, pourtant importantes, mais qui les rebutait, voilà, peut-être trop technique, machin. Donc on s'est penché sur le truc avec l'éditeur, qui est en plus un ami, qui a plein d'idées, donc c'est un peu le couteau suisse de la création, ce gars c'est parfait. Et donc on s'est dit, il faut trouver quelque chose de petit, plus court. Bon, jusque là c'est bien, ça, il y a plein de gens qui l'ont fait. On voulait pas faire la même chose que d'autres, parce qu'il y avait forcément des sujets que j'allais aborder, qui avaient déjà été abordés ailleurs. Et puis de fil en aiguille, c'était une discussion par téléphone qui a duré un bon moment. J'ai dit, mais tiens, tu connais les livres dont vous êtes le héros? Je dis, mais je connaissais, mais j'avais jamais lu, ça m'avait jamais tenté. T'avais jamais lu ça? Non, parce que moi j'ai passé des heures et des heures à lire ça dans une espèce d'ambiance fantasy, c'était le grand... Moi j'ai vécu ça, c'était formidable. Ouais. Mon frère en lisait beaucoup, mais moi je sais pas, j'étais plutôt roman plus classique avec roman fantastique ou etc. Donc voilà, donc je m'en suis acheté un, j'en ai lu un pour bien comprendre le principe. Et puis j'ai fait un premier geste sur checklist photographe de mariage, mais j'avais pas encore tout à fait compris. C'est-à-dire j'ai mis une table des matières en images, plus ou moins en parcours, mais c'était pas encore exactement ça. C'est-à-dire j'avais pas encore compris le truc de renvoyer en fonction des questions que j'allais poser, de renvoyer une page à l'autre. Donc pareil, il a revu un peu ma copie. Et puis ok, une fois que c'est rentré, j'ai travaillé. Alors pour le premier, la checklist photographe de mariage, le parcours il m'a pris 2 jours. Maintenant c'est bon, le truc est fait, le parcours il me prend 1 heure. Mais quand tu appelles parcours, c'est la table des matières qui est visuelle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de... Alors, écoute, je lis quand même pas mal de livres et j'ai jamais vu ça. Et je trouve que... Alors, en plus, endroit où j'imagine ça monte, qui est très normé, très cadré, donc c'est vraiment super. Et donc, c'est une très bonne idée. Alors, ça surprend au début. On est tellement habitué à voir cette table des matières voilà, avec une espèce de liste de puces. Donc là, c'est top. Et autre chose que je voulais vraiment te dire, j'ai trouvé que c'était enfin un e-book intelligent et qui utilise la puissance du PDF. Donc, en fait, il y a plein de liens qui sont cliquables à l'intérieur, dire que c'est tout bête, mais on clique dans le sommaire, on clique sur la page qui nous envoie directement à la page, quoi. Ouais. Et alors un message, voilà, un petit message à ceux qui font des e-books, et je pense d'ailleurs à moi aussi, parce que c'est une bonne idée, et tu as bien fait de le faire, quoi. Mais en fait, oui, donc ça, ces livres, ils existent en papier et en e-book, hein, les deux existent. Et c'est vrai qu'en e-book, tant qu'à faire des renvois d'une section à l'autre, ça paraissait normal de faire des liens cliquables. Et pareil, d'ailleurs, quand je renseigne un lien sur Internet qui est intéressant, pareil, je fais aussi des liens cliquables qui amènent de l'e-book au lien. Bon, ça, c'est plus classique. Mais voilà, et donc la table des matières, comme tu disais, elle est entièrement visuelle. C'est un parcours. On prend le début du projet, par exemple, pour l'édition, on va en parler. Ok, j'ai mon idée, par quoi je commence? Est-ce que je peux? Est-ce que, tu vois, dans quel sens je vais? Et je prends vraiment le parcours chronologique dans le même sens que celui où l'auteur, par exemple, pour l'auto-édition, va se poser des questions, pour qu'à chaque étape, il trouve vraiment les réponses. Alors j'espère que j'ai rien oublié, mais qu'il trouve vraiment les réponses à l'endroit. Et dans le sens où le mot parcours, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un chemin. Il y a la flèche, quoi. On suit la flèche et au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin, il est encadré qui correspondent donc aux différents thèmes et aux différentes pages du livre, quoi. Les chapitres sont dans un cadré qui sont eux-mêmes dans un chemin et dans une flèche. C'est vraiment très très bien fait. C'est très visuel. À la fin de chaque session, je pose des questions. Tiens, ok, je suis dans telle situation, passez en page machin. Ou bien j'ai fait tout ça tout seul, j'ai pas besoin d'une aide pour la mise en page. Hop, je passe en page machin. Donc c'est vraiment comme le livre dont vous êtes le héros, quoi. J'ai rien inventé sur le principe. Non, c'est sûr. Par contre, je l'ai adapté au droit, quoi. Ça, c'est sympa. C'est ça. Alors, il y a le livre Mon éditeur et moi. Il y a aussi Photographe de mariage. Avez-vous pensé à tout? Et enfin, j'édite mon livre tout seul. Tu sentais vraiment une vraie demande des photographes sur ces 3 domaines-là? Mais en fait, je te rassure, il y en a 15 ou 20 autres en projet, donc ça arrive. Ah oui, voilà. Non, c'est simplement, pour le photographe de mariage, j'avais déjà commencé à écrire le livre au moment où on a fait ce brainstorming, et donc c'était facile, j'étais tout au début, c'était facile voilà, j'avais le contenu, et le contenu il est dans ma tête, parce que ça fait partie de mes formations, donc j'avais pas trop de travail à faire justement sur le contenu, de telle sorte que je pouvais axer mon énergie pour changer un peu ma méthode d'écriture. Donc c'est venu comme ça, et après les 2 sur l'édition, en fait, j'avais commencé un sur l'édition classique, et au départ, avant justement ce fameux brainstorming où on crée checklist, je voulais faire un livre classique sur l'édition en général, avec une moitié qui soit sur l'édition classique, l'autre sur l'auto-édition. J'avais même pensé à un truc qu'on pourrait renverser, mais en fait c'était un peu techniquement pénible, et puis dès le moment où je suis partie sur cette checklist, ça s'imposait d'en avoir 2, mais je voulais qu'ils sortent en même temps.
Alors d'abord, c'était un peu égoïste parce que je savais que si j'en sortais un sur l'édition classique, j'allais recevoir 150 000 mails par jour pour me dire est-ce que ça parle aussi d'auto-édition? Donc finalement, autant qu'ils sortent ensemble. Voilà. Et en fait, c'était très intéressant parce que comme les deux modes d'édition sont très différents au niveau légal, c'est pas du tout les mêmes règles. C'était important d'en faire deux distincts finalement. C'était beaucoup plus logique. Et celui qui se lance d'office dans l'auto-édition, qui n'en a rien à faire du reste, il achète juste celui qui l'intéresse. Et moi, j'ai vu des gens qui, ça c'est très intéressant, qui sont venus vers moi en me disant écoutez, merci, parce que j'étais partie direct vers l'auto-édition. J'ai acheté les deux et j'ai compris que parce que par exemple ils maîtrisaient pas bien Internet et qu'ils n'allaient pas pouvoir faire la com comme ils voulaient, et bien qu'en fait il valait mieux, alors sachant qu'en plus ils avaient déjà, celui-là en tout cas il avait déjà un contact avec un éditeur, il valait mieux partir sur une édition classique parce que ça correspondait mieux à son mode de fonctionnement, à ses capacités, à ses compétences plutôt, parce qu'il n'était pas branché Internet, ça lui bottait pas du tout de faire la promo et qu'il s'était rendu compte que l'auto-édition, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, c'est qu'il faut tout faire tout seul, quoi. Donc je suis contente, j'ai pu vraiment aiguiller la personne, en tout cas celle-là, directement vers ce qui lui correspondait le mieux. Une présentation qui fait que vraiment, alors j'ai eu un peu tous les cas de figure. J'ai des gens qui me disent c'est génial, mon projet il est juste au début, donc j'ai tout lu d'un coup, et maintenant que je suis en train de le lancer, je reviens tous les jours sur une page différente en fonction de l'avancement. Et c'est bien parce qu'avec cette table des matières visuelles, il retrouve plus vite à quelle étape il en est, et dès ce moment-là, il retrouve tout de suite la question et la confirmation de ce qu'il avait lu, et voilà. Et ça marche bien, oui. Alors, on a commencé à en parler évidemment, donc des 3 livres que tu as fait pour l'instant chez cet éditeur, c'est sans aucun doute J'édite mon livre tout seul qui intéresse le plus les photographes animaliers de nature. Alors je le vois bien dans les festivals et les salons, en fait, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. On va donc découvrir ce livre ensemble si tu veux bien, Joël. Alors tout d'abord, question vraiment super bête, c'est quoi l'auto-édition ? L'auto-édition, c'est tout simplement s'affranchir du besoin d'avoir un éditeur classique, entre guillemets, c'est-à-dire une société dont l'objet principal est de faire l'édition de différents auteurs, et de gérer entièrement l'édition du début, de la prise des photos pour les photographes, jusqu'au moment où le livre est diffusé dans le circuit d'un bout à l'autre, avec éventuellement se faire aider par un maquettiste, etc. Mais on maîtrise tout soi-même. D'accord. Alors, est-ce que ça a toujours existé, l'auto-édition, ou seulement depuis qu'Internet est là ? Non, ça a toujours existé, mais par contre, il fallait beaucoup plus de moyens pour l'envisager. Et c'est pour ça qu'on en parlait beaucoup moins. Parce que si on voulait s'auto-éditer il y a 30 ans ou il y a 40 ans, c'est pas compliqué, on a l'argent, on prépare le fichier. Déjà, il faut avoir un peu de connaissances quand même en informatique. On va voir un imprimeur, on crée une couverture, on commence à diffuser, à prendre son bâton de pèlerin, ou aller voir un diffuseur pour négocier avec lui des conditions qui allaient pas forcément être intéressantes, parce que le diffuseur et le distributeur, ils allaient se en moquer complètement d'un petit auteur. Donc oui, techniquement, ça pouvait exister. Mais maintenant, Internet rend les choses beaucoup plus faciles parce qu'il y a tellement de plateformes qu'il y a l'embarras du choix. Alors, ton livre aborde tous les aspects de l'auto-édition. Et quand on voit la table des matières, on l'a vu avec ce système de parcours donc, qui est très bien fait, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait un peu comme une espèce de grosse montagne à franchir. Est-ce que tu trouves pas que ça peut faire un petit peu peur, non, toutes ces étapes-là? Est-ce que il pourrait pas se dire ça m'intéresse, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, quoi? C'est possible. En même temps, je crois que j'aurais atteint le but si, en lisant déjà les premières parties, ils se disent ok, il y a à faire, mais en fait, c'est pas si compliqué. Et aller demander un numéro ISBN, mais pourquoi je ferais pas moi-même au lieu de demander à la plateforme de le faire? Et puis finalement, référencer dans la base de données qui est accessible aux auteurs et auto-édités, ça va, c'est pas si simple. Maintenant, j'ai mis des captures d'écran pour aider à chaque pas, à chaque étape. Voilà, vous faites ça, vous cliquez là, et là, votre livre il sera référencé chez tous les libraires. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire, c'est me dire, en plus, au niveau de l'auto-édition, j'avais aucune connaissance de terrain, donc j'ai découvert en même temps et j'ai mis en forme, en expliquant juridiquement, mais pour qu'à chaque vraiment, il y a plus qu'à suivre, quoi. C'est ça, il faut que suivre le parcours, en fait, c'est étape par étape. Et voilà, si on arrive à se dire après, ok, j'avais peur, finalement, c'est pas si compliqué. On l'a pas dit, mais tu es bien, une avocate vous prend par la main, c'est pas à pas, quoi. Tu le dis sur la couverture du livre, c'est exactement ça. Enfin, c'est l'éditeur qui a rajouté ça, mais en fait, il a pas tort. Il a pas tort. Le mot auto-édition, laisse penser que tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tout le monde peut faire de l'auto-édition? Alors en théorie, l'édition, c'est une entreprise commerciale, c'est une activité commerciale. Donc en principe, il faut une activité, un numéro de SIRET qui correspond à une activité au moins artisanale ou commerciale. Alors il y a des tolérances dans l'administration, c'est ça que j'ai voulu montrer aussi, c'est que on accepte qu'un artiste, par exemple, un auteur photographe, s'auto-édite
Et le problème, c'est que les critères posés par l'administration sont très flous, hein, ça je l'ai expliqué dans le bouquin, et que donc pour essayer de se prémunir contre les effets pervers de ça, c'est-à-dire en gros, pour être clair, un redressement fiscal, il y a une précaution à prendre au début, ce qui est une demande de rescrit fiscal à l'administration, en décrivant bien son projet, en disant exactement comment on veut le diffuser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été poussé jusqu'au bout, en donnant un modèle de lettre qu'on peut compléter en fonction du projet qu'on a précisément, et pour demander à l'administration de nous confirmer qu'on pourra déclarer ça comme bénéfices non commerciaux. Et après, je vais encore plus loin, et donc j'explique si on a un SIRET ou si on n'en a pas, si on a un SIRET d'auteur en fonction de son régime fiscal, comment on va faire pratiquement pour déclarer les revenus de cette activité-là dans sa déclaration de revenus. Donc on l'a vu, il y a plein d'étapes, c'est normal, c'est quand même une opération qui est complexe, pas compliquée mais complexe, il y a plein de choses. Hein. Mais en même temps, dans ton livre, tu t'expliques très bien, tout est expliqué, tu le fais pas à pas, et c'est vraiment un vrai bonheur de lire les différentes étapes, vraiment je t'assure. Alors, tu vas pouvoir vraiment lever une grande frustration chez moi, parce que depuis que je lis des livres, et ça remonte à loin quand même, je vois ces deux mentions barbares qui me narguent depuis le début. C'est ISBN, ISSN. Alors c'est quoi ces machins? Alors ISBN, c'est International Standard Book Number. C'est un code donc international qui distingue et qui permet d'identifier chaque livre en fonction de son origine, de son pays, enfin du pays où il a été édité ou de la langue. Donc en plus récemment, je l'ai expliqué dans le livre, récemment ça a changé. Donc oui, c'est ça. Donc le code ISBN en fait c'est le long code à 13 chiffres qui est en dessous des codes barres à l'arrière des bouquins qui se décompose en différents segments. Donc il y a un segment pour l'éditeur ou pour l'auteur auto-édité, et alors il recevra son propre segment, et après des chiffres après plus une clé de contrôle comme une clé RIB. Chaque chiffre a sa propre signification. Voilà. Et ça permet d'identifier chaque livre. Et c'est même plus, parce que le même livre, donc mon livre en version papier, n'a pas le même numéro ISBN que mon livre en version e-book. Parce que ça dépend aussi du support. Et j'explique donc comment obtenir un segment ISBN, quelques numéros, comment les appliquer, j'explique même comment aller faire le code barre qui va avec, à quel endroit il faut le mettre, quand il faut le mettre, etc. Ce numéro-là permet d'être référencé partout dans le monde. Comme c'est un truc international, chaque pays a sa façon de numéroter, etc. Et donc avec le code, n'importe quelle base de données dans le monde qui répertorie les livres peut retrouver le livre de l'auteur en question. Alors, si je fais pas ça, si je fais pas ce dépôt légal, ce référencement, est-ce que c'est un risque au niveau de l'administration, ou c'est juste que je perds la puissance du référencement et de me faire retrouver par quelqu'un qui voudrait me lire? C'est les deux. Tu es obligé de le faire. Dès le moment où le livre a une certaine diffusion, tu es obligé de le faire. Et en plus, tu perdrais la possibilité d'être référencé, ce qui serait quand même dommage. Parce que le but de l'édition, même si on est auto-édité, c'est quand même qu'on lise le livre, qu'on le vende. Si on fait des bénéfices, tant mieux, mais en tout cas qu'on nous lise. Et donc c'est ça. Et le référencement après dans les bases de données des libraires, il existe en France 2 bases de données. Il y en a une qui n'est accessible qu'aux éditeurs professionnels, mais il y en a une autre qui est accessible à tout le monde, y compris les auteurs auto-édités, ce qu'ils ont parfois l'impression, ce qu'ils ignorent souvent. Ce qui fait qu'en fait, ils se référencent pas, ils ont l'impression il faut que le bouche à oreille, mais non, ils peuvent très bien se référencer. Et donc chaque libraire qui aurait connaissance du bouquin parce qu'un client vient le voir en disant voilà je cherche ça, je connais pas, oui ok, et là il a directement les références pour contacter l'auteur auto-édité. Et ce serait dommage de s'en passer quoi. Bien sûr. Alors une fois que le livre est écrit, il y a plusieurs façons de le faire imprimer. On peut confier ça à une plateforme d'auto-édition en ligne, ou au contraire tout faire soi-même. Question vraiment très simple, c'est quoi le mieux? Je crois que si on n'est pas équipé pour tout faire soi-même déjà... non, tout faire soi-même, tu veux dire contacter un imprimeur. Oui, ça c'est tout à fait possible. Alors ça va vraiment dépendre de chaque personne. Je crois que de manière générale, pour les romans, tous les livres qui se lisent sans on va dire, contraintes techniques particulières, les plateformes d'auto-édition en ligne sont plus concurrentielles en termes de prix, bien qu'évidemment ça c'est un choix personnel. Après, quand je vois dans les livres photos, quand je vois le succès des imprimeurs comme Escourbiac, la qualité qu'ils proposent, il y en a d'autres, mais c'est ici le plus connu pour l'instant, c'est forcément très particulier parce que la photo, on a envie d'un papier qui soit à la hauteur de ce qu'on imagine pour notre travail photo, et c'est sans doute bien plus important de passer par un imprimeur qu'on choisit, avec lequel on travaille en direct, pour un livre de nature photographique que pour un roman pour lesquels les contraintes sont beaucoup moins importantes, quoi. Et c'est vrai que je reviens sur ton système de parcours, j'insiste, mais c'est très efficace parce que la question que je viens de te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même ou alors utiliser une plateforme d'édition?
Eh bien, le parcours permet de bien répondre à cette question. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu as ces encadrés qui sont des questions et qui permettent d'aller directement au contenu essentiel du livre. Et ça, c'est vraiment très efficace. Parce que je sais aussi que les gens peuvent déjà d'une part se poser des questions ou peut-être partir sur une mauvaise direction parce qu'on leur a dit que ceci et cela, et en lisant le livre, je dis bah oui, finalement ça correspond pas à mon projet. Je reprends la distinction livre photo et roman. Pour un roman, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un imprimeur qui va travailler sur mesure. Tant mieux si on le fait, mais si on peut pas se le permettre financièrement et que ça bloque le projet, pourquoi ne pas trouver une solution moins onéreuse? Et parfois la solution moins onéreuse, la fois d'après on pourra faire mieux ailleurs. C'est peut-être juste un début. Alors, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, Joël, mais quelle est la plateforme d'auto-édition que tu pourrais conseiller aux auditeurs? Il y en a plein. Hein. Dans le livre, tu en signes quelques-unes, mais tu n'orientes évidemment vers aucune de celles-ci. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y en a une que toi, personnellement, tu trouves mieux faite, plus intéressante au niveau des prix, voilà. Est-ce que tu peux le dire, ça? D'une part, je pourrais pas trop, mais surtout, je me suis pas amusée à parcourir les interfaces. J'ai juste regardé les conditions générales. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils vont traiter légalement et juridiquement les relations avec les auteurs. C'est pour ça que je dis dans le livre, attention, bien sûr, certaines plateformes vous proposent plus de prestations, comme justement demander le numéro d'ISBN à votre place. Ok, par on va dire facilité, vous pourriez dire oui. Et puis rendez-vous compte que si après vous n'êtes plus content de la plateforme ou que vous voulez vous auto-éditer autrement ou faire appel à un imprimeur de votre côté, eh bien ce numéro ISBN qui est au nom de la plateforme, eh bien, il est perdu. Donc ça veut dire que tout le référencement que vous avez fait avec ce numéro-là, il faut le recommencer avec un autre numéro après. Donc il y a des choix à faire dès le départ, tout comme j'explique aussi comment choisir le prix du livre, pourquoi il faut tenir compte de la TVA même si on n'y est pas assujetti. Ça, c'est des choix qu'il faut faire tout au début. Il ne faut pas commencer à se poser la question du prix quand il s'agit d'expédier le premier exemplaire qui a été vendu, quoi. Alors, les plateformes qui sont dans le livre dont tu parles un petit peu, enfin tu ne les parles pas, tu les cites, elles sont toutes bonnes, il n'y en a pas une plus mauvaise qu'une autre, voilà, c'est à l'utilisateur d'aller faire son avis et en fonction des conseils que tu donnes. D'une part, et puis surtout je crois vraiment se renseigner, essayer d'aller voir sur des forums en ligne, voir si certains, ou voir par exemple ceux qui ont édité chez cette plateforme-là, s'ils n'ont pas eu des tracas. Moi j'ai vu passer dans certaines jurisprudences un peu tout le temps les mêmes plateformes, ça veut dire qu'il y a eu plus de conflits avec eux. Ça, on peut les trouver sur internet ces informations-là. On peut le trouver quand on est abonné à des banques de données juridiques en ligne. C'est juste qu'il faut, déjà il faut, je crois, être bien conscient de ce qu'on signe. C'est comme pour tout contrat, mais c'est la même chose. Les gens ils se rendent pas compte. Moi je vois parfois arriver des gens, ça c'est un peu pour expliquer que les gens se rendent pas compte de ce que c'est qu'une auto-édition, que c'est une entreprise commerciale et pas un contrat d'édition. Moi je vois passer des gens qui me disent j'ai auto-édité mon livre, je suis content, je viens de recevoir mes droits d'auteur. Je dis non, vous n'avez pas reçu des droits d'auteur. Une plateforme technique d'auto-édition en ligne, c'est pas un éditeur. Elle vous verse pas des droits d'auteur, elle vous verse des bénéfices industriels et commerciaux. Alors que vous ayez un accord pour les déclarer en BNC, d'accord, mais voilà. Donc c'est pas du tout la même protection, c'est pas du tout la même technique. La plateforme, c'est un intermédiaire technique à qui vous allez payer des frais pour l'impression des livres, des frais pour l'expédition, des frais pour la mise en ligne dans leur base de données, des frais pour l'expédition aux acheteurs ou en PDF, etc. Mais c'est tout. Et donc la plateforme, elle va se prendre une commission sur les ventes des livres plus les frais d'impression et vous versez ce qui reste. Et ce qui reste, c'est pas des droits d'auteur, c'est totalement différent. Alors, j'espère que vous vous rendez compte à quel point Joël est compétente, elle explique ça avec passion, et dans ce livre, on ressent aussi cette passion et forcément la compétence, parce que c'est quand même ton métier, donc voilà. Oui. Donc c'est tout ça est très bien expliqué. Donc le problème avec ton livre, Joël, c'est qu'il est, c'est pas un problème, mais bon, voilà, enfin, tu verras pourquoi je dis ça, hein. C'est qu'il est hyper complet. Je peux pas, donc évidemment, on peut pas tout aborder ici en une heure de même pas d'interview, ce serait beaucoup trop long. Donc tu expliques vraiment tout, tu l'as dit aussi, comment fixer le prix du livre, comment faire s'il se vend bien, s'il se vend mal, comment réagir en cas de plagiat, en cas d'accusation de plagiat, et puis j'en passe évidemment. Et on retrouve à la fin, et ça j'ai apprécié aussi, ce truc qui est vraiment top, c'est la fameuse checklist. Ouais, la vraie checklist. Et la vraie checklist, et elle est cliquable en plus sur la version PDF, bien sûr, ouais. sur l'ebook. Donc ça j'aime bien. Par contre, j'ai pas vu d'explication sur la notion de best-seller. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Est-ce que c'est un peu comme dans l'industrie du livre, du disque, tu sais, au bout de, je sais pas, 500 000 ventes, c'est disque de diamant, je crois, et puis 1 million, c'est disque de platine, enfin un truc comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont aussi réglementées pour la notion de best-seller? J'ai jamais entendu qu'il y avait une réglementation. Je crois que le best-seller, tu sais, c'est l'éditeur qui fait la promo quand il a un livre phare, il va dire que c'est un best-seller. Et après, il y a des plateformes en ligne. Moi, j'ai un ami là qui vient d'auto-éditer un livre en ligne sur Amazon. Qui marche très très bien et qui à un moment a dit voilà, mon livre il est dans le top 10 des livres Kindle, c'est un best-seller mais c'est pas une appellation contrôlée, quoi. Donc,
comme on veut. Évidemment. Ouais. Il faut pas se moquer des gens. Le truc qui a été vendu 4 fois avec 4 clics j'aime sur Amazon, indiqué c'est un best-seller, à un moment, voilà, c'est pas mon, enfin oui, c'est ridicule, surtout. ça sert à rien et ça va surtout décrédibiliser l'auteur. Attendons de parler de best-seller que vraiment le livre il est fait un tabac. Et en même temps, dire qu'un livre est un best-seller, oui, c'est bien. C'est un peu comme vu à la télé, la mention vue à la télé, ça fait voilà. C'est marketing, c'est tout. Moi, je m'amuserai jamais et je suis persuadée que mon éditeur 29 bis le ferait jamais de dire checklist mariage c'est un best-seller, ça m'est égal. On dit ça pour rigoler quand je travaille avec un auteur, d'y aller viens on va écrire notre best-seller, mais c'est juste pour rigoler. C'est du marketing. Après, comparé à d'autres bouquins, on n'est pas best-seller du tout. C'est voilà, si on se vend, si on aide les gens, ça fait partie du partage quoi. Je suis contente quand les gens achètent mes livres et surtout qu'ils viennent me dire après, ça m'a aidé, merci, ça m'a évité des erreurs. Je suis super contente. C'est irremplaçable. C'est génial quoi. Ça remplit pas le frigo, mais c'est génial. Ça c'est sûr. Ça remplit l'énergie en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors vous l'avez compris, j'ai adoré le livre de Joël, sa façon d'écrire, les encarts, des textes de loi. Oui, donc ça, je l'ai pas dit aussi, mais régulièrement tu as un encart avec les textes de loi, hein, donc ça c'est aussi important. Utile, en fait. Dans cette collection-là, j'ai pas voulu mettre trop de textes de loi. J'ai voulu limiter au strict minimum, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de lois qui sont relativement mal rédigées ou pas compréhensibles. Donc quand c'était pas compréhensible, j'ai pas mis l'article, je l'ai juste paraphrasé pour qu'il soit clair. Quand vraiment l'article il parle de lui-même et que c'est compréhensible par tout le monde, alors je l'ai mis. Et quand je le mets, je fais un renvoi cliquable vers le site Légifrance où l'article se trouve in extenso. Exactement. Voilà. Alors ça c'est vraiment super bien, c'est très pratique. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre? Alors on peut le trouver en e-book sur le site de l'éditeur, donc www.29bisédition.com, édition au pluriel, et en papier, soit chez votre libraire en le commandant, soit sur Amazon. Voilà. Ça arrive chez Fnac aussi, c'est en cours chez Fnac. Super. Juste avant de terminer, Joël, où est-ce qu'on peut te trouver sur les net? Donc tu as ton blog, mais je ne sais pas si tu as dit l'adresse. Est-ce que tu peux la rappeler s'il te plaît? Alors mon blog c'est droit-et-photographie.com, donc www.droit-et-photographie.com. De toute façon il y a un truc beaucoup plus simple. Tu t'appelles Joël Verbrugge, tu tapes Joël Verbrugge dans Google entre guillemets, et tu vas tomber sur mon blog, sur mon site de photographe. Alors justement, je l'ai pas trouvé ton site de photographe. Alors dis l'adresse. Mince, alors j'ai mal fait mon travail alors. C'est pas grave. Donc c'est joël-verbrugge-photographe.com. Mais pareil, en tapant mon nom dans Google, on retrouve tout. Et sinon, il y a très simple, il y a Facebook. J'ai une page Facebook de photographe, une page qui s'appelle Joël Verbrugge, auteur mes livres, où j'indique tout ce que je sors comme livre, parce qu'il y en a plein qui arrivent. Il y a une page droit et photographie. Et voilà, il y a moyen. Je vous invite vraiment évidemment à aller voir le livre parce qu'on en a beaucoup parlé, mais aussi aller voir les photos de Joël parce qu'elle fait des très très belles photos. J'ai vu ces photos de concert qu'elle avait partagées avec moi aussi. Il y a des très jolies choses, donc ne serait-ce que pour le plaisir des yeux aussi, allez voir ce qu'elle fait. Merci beaucoup Joël, c'était un excellent moment. J'espère que le son n'aura pas été trop perturbant. En tout cas, nous, ça nous a permis de faire quand même une interview tout à fait sympa. Ouais, mais en tout cas, merci parce que depuis le temps que je te lis, c'est cool de se voir en direct, comme je te disais tout à l'heure. Ça fait au moins 5 ans qu'on se croise dans tous les sens. On n'avait jamais pris ou eu l'occasion de vraiment parler et d'échanger. Donc voilà, c'était un peu grâce à l'interview que tu avais fait de Nicolas Poiseau que je me suis penchée plus sur tes podcasts. Donc ça c'est aussi ma faute à moi. Je ne m'étais pas penchée là-dessus avant. Et en écoutant le podcast de Nicolas, je me suis dit c'est vraiment chouette, c'est convivial. C'est une manière sympa de parler d'un travail. Donc j'ai envie de faire pareil. Donc merci d'avoir accepté. Merci à toi Joël, à bientôt. À bientôt.